Pour cette première table ronde, nous avons 3 participants, dont une en présentiel. Donc je commence par toi, Julie Carrel, qui est associée chez Momentum Avocat et spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles technologies et de la protection des données personnelles. Puis nous avons en ligne Benoît Felten, qui est directeur au cabinet du conseil Plume Consulting, spécialiste des questions relatives aux télécoms. Et enfin Lucien Castex, qui est représentant pour les affaires publiques chez l'AFNIC, qui est l'Association française pour le nommage Internet en coopération, qui est en pratique le gestionnaire des noms de domaines en .fr. Et vous êtes aussi, Lucien, chercheur associé à l'Université Sorbonne Nouvelle, où vous enseignez le droit du numérique. Voilà pour les propos liminaires. Alors, Benoît Felten, peut-être commencer la conversation avec vous. Déjà, rentrons un petit peu dans le détail de cette fameuse consultation de la Commission, de ce fameux principe de fair share, dont je sais que c'est un terme que vous n'aimez pas forcément. Et y a-t-il réellement, comme le suggère la consultation, urgence à réformer le secteur aujourd'hui ? Ce qui est sûr, c'est que l'industrie des télécoms n'est pas satisfaite des marges qu'elle génère. Ça, c'est indéniable. Après, il y a une part d'appréciation là-dedans. Notre analyse, c'est que ce problème, il n'est pas dû à la nature de l'écosystème, il est dû à des choix d'investissement qu'ils ont faits, qui sont des investissements de long terme, dont les revenus sont relativement limités. Il y a des investisseurs qui sont tout à fait contents d'aller dans ces domaines-là, les fonds de pension typiquement et autres investisseurs de long terme. Malheureusement, les investisseurs qui soutiennent ou qui financent les opérateurs télécoms ne font pas partie de cela. Et donc, le cœur du problème, c'est qu'en fait, dans notre analyse, il y a une disparité entre les investissements qui ont été consentis sur l'infrastructure et la volonté de leurs investisseurs de le faire. On voit ça par exemple avec Proximus en Belgique, où dès l'annonce du déploiement du FTTH à l'échelle nationale par Proximus, l'action a dévissé assez sauvagement et s'est pas redressée depuis. Donc en fait, la problématique telle que nous on la comprend, c'est que effectivement les opérateurs télécoms sont probablement sous-valorisés par rapport aux différents métiers qu'ils représentent. On voit d'ailleurs que quand on a une situation où l'infrastructure est distincte des services, comme c'est le cas par exemple en Nouvelle-Zélande, les deux entités sont valorisées plus haut par le marché parce qu'elles sont plus resserrées, elles font leur métier mieux avec une meilleure efficacité et donc elles génèrent des revenus plus importants. Donc le problème, c'est pas un problème d'écosystème Internet, c'est pas un problème de flux, c'est pas un problème de trafic, c'est un problème de structure du marché. Une fois qu'on a dit ça, il y a quand même quelques éléments qu'il est bon de rappeler. Effectivement, la Commission européenne nous dit il y a besoin de 174 milliards d'investissements pour avoir une couverture fibre et 5G à 100% de l'Europe. Il ne faudrait pas perdre de vue que l'Allemagne, qui est extrêmement en retard sur ces deux sujets, à elle seule représente 80 milliards de cet investissement. Donc la moitié de l'investissement dont on parle, c'est l'Allemagne, le pays le plus riche d'Europe. Et on est en train de réfléchir à des mécanismes de financement extérieur qui vont aller en fait financer un déploiement d'infrastructures que l'Allemagne peut tout à fait absorber, mais que les acteurs allemands ont décidé de ne pas faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas non plus perdre de vue que la 5G que la Commission européenne veut universellement déployer en Europe, c'est 6% d'utilisateurs en France. Donc, on a 6% des utilisateurs mobiles qui sont en 5G en France. Donc, en fait, les utilisateurs n'en voient pas le bénéfice. Donc, là, il y a là quelque chose qui est aussi assez paradoxal, c'est-à-dire qu'on continue à pousser les opérateurs à investir à travers des mesures de politique publique, alors que sur la 5G, en tout cas, il n'y a pas grand monde à l'échelle mondiale aujourd'hui qui puisse dire « moi, j'ai trouvé le modèle économique qui marche et je suis rentable sur la 5G ». Donc, on a plein de questions qui sont vraiment des questions fondamentales et qui sont, à mon avis, mises de côté, en fait, par cette volonté de récupérer des sous de façon exogène au business model des opérateurs. Et je pense que c'est, pour moi, le cœur du problème, il est là. C'est-à-dire que les opérateurs, ils ont un problème, il faut qu'ils résolvent ce problème.
Je suis d'ailleurs surpris, et j'en finirai là-dessus, je suis d'ailleurs surpris que ces acteurs soient non seulement disposés, mais toute voile dehors, pour créer une dépendance absolue de leur propre business model à un revenu qui est réglementaire et qui, par conséquent, peut disparaître du jour au lendemain sur base de décisions politiques. C'est très, très étrange. Au lieu de se poser les questions sur la viabilité de leur propre business model et les manières de le résoudre, ils cherchent une solution extérieure qui, à mon avis, est non seulement dangereuse dans sa mise en œuvre, on y reviendra peut-être, mais elle est aussi dangereuse pour leur propre pérennité. Et justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, Benoît, est-ce que dans ce sens, ce fameux faire cher, c'est dans le sens qu'il n'est pas si faire qu'on aime à l'imaginer en réalité? Alors, là-dessus, bon, d'abord, on sait très bien que dans n'importe quel débat public, celui qui établit les termes du débat prend un avantage. À partir du moment où la demande des opérateurs, c'est pour un faire cher, ça sous-entend qu'aujourd'hui, c'est pas faire. Donc, la situation actuelle est injuste. Outre le côté un peu géniard que ça représente, il y a quand même une problématique fondamentale qui est que aujourd'hui, même le BEREC dit « nous, on constate aucune disparité sur ce marché, aucun problème réglementaire ». Donc, je reprends d'ailleurs ce que vous avez dit. Hein. Pour moi, l'essentiel de ce que dit le BEREC, c'est pas que ça serait un danger pour la neutralité du net, c'est surtout qu'il n'y a aucune justification en termes de réglementaire, c'est-à-dire de faillite de marché, puisque c'est ça la règle qui met en place un remède réglementaire, c'est qu'il doit y avoir une défaillance de marché qui est constatée. Le BEREC dit on ne constate pas de défaillance de marché. Donc le problème fondamental, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que les opérateurs qui disent qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, eux-mêmes ne savent pas prouver ce problème puisqu'on n'a aucune transparence sur leurs coûts. Et du coup, c'est assez étrange que ce soit eux qui dictent les termes du débat. Et c'est pour ça que je n'aime pas cette terminologie de faire cher, parce qu'en fait, c'est leur point de vue qui est érigé en un objectif commun, quoi. D'accord, très clair. Merci Benoît. Pour passer à vous, Julie, je voulais rebondir sur une chose que votre confrère Alexandre Archambault avait dit ici en novembre lors de la dernière table ronde, où il déplorait que les autorités publiques, et c'est un petit peu d'ailleurs ce que disait Benoît, que s'immisçaient dans un secteur qui en fait marche déjà très bien. Et déjà, partagez-vous ce constat, et doit-on effectivement craindre cette intrusion politique dans un système qui est assez rodé déjà? Merci beaucoup. Donc effectivement, je partage tout à fait son point de vue. Et c'est d'ailleurs ce que disait un petit peu Benoît à l'instant, à savoir que pour qu'il y ait une intervention du législateur, il faut effectivement constater un dysfonctionnement. Or, aujourd'hui, l'autorité de régulation européenne des télécoms, le BEREC, constate et confirme que selon elle, il n'y a aujourd'hui pas de problématique de fonctionnement de cet écosystème. Alors, juste peut-être pour revenir un petit peu d'un point de vue juridique et légal sur les termes de ce débat et sur le contexte dans lequel s'inscrit la consultation de la Commission européenne, j'aimerais simplement revenir sur cette notion de neutralité du net. Parce que finalement, la levée de bouclier qui vient en face de cette consultation et de justement cette notion de faire cher tourne quand même beaucoup autour de cette notion de attention, on va remettre en question la neutralité du net. Donc je pense que ça mérite de faire un petit retour en arrière pour donner une perspective un peu historique et réglementaire sur aujourd'hui qu'est-ce que c'est la neutralité du net, d'où ça vient. Donc aujourd'hui au niveau européen, c'est une garantie fondamentale. Ça a même été jugé par la CJUE, donc la Cour de justice de l'Union européenne, comme étant d'ordre public. Donc c'est aujourd'hui une valeur fondamentale au sein de l'Union européenne qui est inscrite dans un règlement de 2015 et qui est appliquée depuis de manière homogène, du coup, comme c'est un règlement dans tous les pays d'Europe. Cette notion finalement de neutralité du net, c'est quoi ? C'est l'objectif de garantir à tous les utilisateurs, que ces utilisateurs soient les consommateurs ou les fournisseurs de contenu, tous les utilisateurs d'Internet, un Internet ouvert, et éviter d'avoir un Internet à plusieurs vitesses dans lequel ceux qui paieraient auraient accès à
un contenu meilleur, enfin meilleur, c'est forcément pas les termes, mais en tout cas un contenu discriminant, puisque ceux qui paieraient auraient plus de contenu disponible que ceux qui ne paieraient pas. Donc cette notion de neutralité du net, elle est quand même très liée à cette notion de absence de paiement par les fournisseurs de contenu et d'applications, puisque l'idée, justement, qui ressort notamment de ce règlement européen, c'est de considérer que les seules mesures de régulation de trafic que peuvent prendre les fournisseurs d'accès à Internet sont des mesures qui sont non discriminantes et qui sont surtout pas basées uniquement sur des considérations commerciales. Et ça, c'est un point qui est important à avoir dans le débat qu'on a aujourd'hui sur cette notion de faire cher, parce que en réalité, c'est une des dérives possibles, envisageables, voire envisagées, de se dire que si jamais il y a des acteurs qui payent les fournisseurs de télécom, est-ce que finalement ces acteurs ne vont pas du coup vouloir négocier plus de bandes passantes, une meilleure bande passante, et donc finalement y avoir une atteinte assez forte à cette notion de neutralité du net. Donc ça, c'est sur cet aspect-là. Le BEREC, comme le disait à l'instant Benoît et Théo d'ailleurs, qui est donc l'organe de régulation au niveau européen, s'est positionné de manière très tranchée en faveur du maintien de cette neutralité du net et de l'absence de nécessité de finalement avoir une contribution de la part des fournisseurs de contenu et d'applications au financement des infrastructures télécom. Finalement, du coup, cette consultation de la Commission dont on parle aujourd'hui, elle s'inscrit dans ce contexte-là, dans ce débat-là, et elle arrive de finalement ce qu'on voit, en tout cas d'ici, de Paris, comme un peu un cavalier politique peut-être, ou en tout cas une position politique forte prise par une personne, portée par la Commission, et comme étant représentative de la position d'un certain nombre d'opérateurs, et en particulier les opérateurs de télécom. Mais c'est ce qu'on voit à travers finalement cette consultation et les questions, les commentaires et les questions qui sont développés par la Commission au sein de ce questionnaire, pose un certain nombre de questions qui sont finalement un certain nombre de points de vigilance sur la suite qui va être donnée à cette consultation et son traitement. Dans les points de vigilance, les questions que ça pose et puis les points de vigilance, la première question, c'est peut-être la question de finalement la nécessité, donc c'est un peu la question que vous posiez tout à l'heure, la nécessité de légiférer dans ce secteur. En général, quand il y a une nécessité de légiférer, il y a d'abord une analyse d'impact qui est faite par la Commission, une analyse d'impact détaillée, fournie, dans laquelle il y a un constat sur un besoin, parce qu'il y a un dysfonctionnement effectivement d'un écosystème. Là, aujourd'hui, en tout cas, c'est ce qui transparaît de la part notamment de la position du BEREC. Il n'y a pas de dysfonctionnement majeur constaté, ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'analyse d'impact qui va dans ce sens. Donc ça, c'est la première question, c'est la nécessité de l'intervention et finalement sa proportionnalité de l'intervention du législateur au vu des enjeux de ce secteur. La deuxième question, et ça c'est des questions qui sont plus pratiques mais qui derrière vont avoir des impacts juridiques importants. La deuxième question, c'est qui doit contribuer si jamais il y a un système de faire cher qui est mis en place, qui doit contribuer? Est-ce que ce sont tous les acteurs? Mais auquel cas, ça risque de créer des barrières à l'entrée, puisque est-ce que tous les fournisseurs de contenu sont en mesure de payer, de contribuer? Est-ce que finalement on n'est pas en train de limiter la compétitivité, la compétition, la libre concurrence plutôt, pour utiliser le terme français, en Europe? Ou alors est-ce que ça doit se concentrer sur un nombre d'acteurs restreint, et auquel cas ça pose une autre série de questions, à savoir comment les sélectionner, selon quels critères, et là encore, est-ce qu'il n'y a pas une distorsion de concurrence et puis un risque d'atteinte à la neutralité du net, comme on le disait à l'instant, puisque justement, étant des acteurs forts, puisque ce serait probablement des acteurs
les plus importants, il y a un pouvoir de négociation et donc un pouvoir d'influencer sur une contrepartie, et si oui, quelle contrepartie de la part des opérateurs télécoms. Et puis, le dernier aspect, finalement, c'est la question du comment. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit oui, effectivement, à supposer qu'il y a un parti pris de la Commission qui dise oui, il faut une réglementation et il faut qu'il y ait une contribution de la part de divers acteurs qui ne sont pas aujourd'hui des fournisseurs d'infrastructures. La question d'après, c'est comment on le met en place. Est-ce que c'est un fonds européen? Est-ce que c'est une négociation en direct avec les acteurs télécoms au cas par cas? Et là encore, ça pose pas mal de questions, notamment en termes de concurrence, de se dire, voilà, finalement, les uns et les autres n'auront pas le même poids dans les négociations, et est-ce que finalement, ça ne va pas aboutir à des risques d'entrave à un marché unique et à une libre concurrence. Voilà. Merci Julie. Bon, beaucoup de questions que vous soulevez, et on va y revenir notamment sur la question de la libre concurrence. Mais j'aimerais d'abord peut-être entendre Lucien Castex déjà rebondir sur ce qu'a dit Julie sur la fameuse question de la neutralité du net. La Commission européenne a dit Thierry Breton a dit très clairement que la neutralité du net devait rester un principe sacro-saint, et pourtant les dérives potentielles sous un système fair share sont réelles. Est-ce que vous pouvez nous éclairer peut-être un peu sur la réalité de ces dérives et, le cas échéant, comment les minimiser? Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez correctement. Très bien. Alors, tout à fait. Oui, allô? On vous entend très bien. Très bien. Alors, effectivement, ça a été rappelé, il y a un débat qui est assez fécond sur la consultation publique qui a été lancée par la Commission européenne. Et peut-être pour resituer le débat, j'aimerais remonter ne serait-ce qu'à la question initiale qui est la nature d'Internet. Internet que l'on trouve donc, en l'occurrence, comme ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un objet du quotidien, en oubliant parfois que donc sur les routes de l'information, eh bien, Internet est toujours en construction, de nouvelles infrastructures, de nouveaux équipements, de nouveaux acteurs. Et tant du côté des usages que du côté des réseaux que nous avons autour de nous, terminaux mobiles, routeurs, etc., satellitaires, eh bien, il y a réellement, en fait, une évolution d'Internet en tant que réseau qui s'opère, avec quasiment 5 milliards d'utilisateurs fin 2022. On voit qu'il y a un certain nombre de sujets qui s'intercalent, et la Commission européenne, dans la consultation publique, comme vous le rappeliez, avec ce questionnaire exploratoire, pose un certain nombre de questions centrales qui touchent d'une certaine manière à la nature d'Internet. Car pour le dire en deux mots, Internet s'est construit au demeurant comme un réseau ouvert, c'est-à-dire comme un ensemble de briques successives, de technologies qui s'ajoutent, comme je le disais, encore aujourd'hui et demain, c'est-à-dire un réseau de réseaux, une multitude de réseaux interconnectés. Et en fin de compte, cette interconnexion, elle est rendue possible, la capacité des réseaux à parler entre eux, par l'interopérabilité qui est assurée, à savoir la capacité à communiquer de réseaux et de matériels qui sont très hétérogènes selon des normes qui sont établies, des standards et donc des protocoles communs. Quand on retombe sur la notion donc de neutralité d'Internet qui était juste évoquée, l'égalité de traitement entre des flux d'informations sur Internet, eh bien, quelque part, l'architecture décentralisée de bout en bout d'Internet nous rappelle que l'intelligence du réseau se situe non pas en son cœur, mais en ses extrémités, et que le réseau essaye de faire le minimum de traitement, si on peut le dire ainsi, se charger du transport de l'information. Et dès lors, en fin de compte, on se trouve face à la question de savoir dans quelle mesure est-ce que l'on peut réellement comparer des réseaux très différents. D'un côté, le réseau Internet, que j'ai essayé de décrire en deux mots, et un réseau qui de fait ne fonctionne pas de la même manière, le réseau téléphonique. Ici,
un réseau décentralisé, un réseau basé sur l'interopérabilité, une architecture en évolution constante, l'émergence de nouveaux acteurs, la mutation d'acteurs existants, et en fin de compte, des acteurs qui deviennent réellement des parties d'Internet. On pense aux opérateurs de cloud, aux réseaux communautaires, aux centres de données, aux CDN, aux réseaux satellitaires que j'évoquais auparavant. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de centre de commandement d'Internet. Et donc, d'une certaine manière, il n'y a pas enfin, disons que ça fait même la résilience même d'Internet que d'avoir cette architecture. Donc, d'une certaine façon, la question qui est posée dans la manière de faire évoluer les réseaux, c'est comment est-ce que l'on veut trouver un équilibre entre ces différents acteurs pour qu'Internet continue à se développer, qu'une innovation sans permission puisse continuer de se faire jour. On sait bien entendu que techniquement, un opérateur dispose des moyens d'analyser les contenus qui passent dans les câbles et d'opérer une gestion différenciée des flux d'informations, c'est-à-dire de prioriser, potentiellement de filtrer le réseau ou encore de bloquer certains contenus. Et bien entendu, la neutralité du net, dont on parlait juste auparavant, qui a été popularisée il y a quelques années par le chercheur Timothy Wu, eh bien, nous interroge encore aujourd'hui dans ses modalités d'application. On demande du transport d'informations et forcément, dès lors, se pose la question des capacités techniques, du rôle de chacun de ces intermédiaires et de l'émergence de nouveaux intermédiaires à l'intérieur de cet écosystème. Donc cette neutralité, quelque part, du réseau, eh bien, elle est malheureusement parfois posée comme un débat caricatural qui oppose des secteurs au lieu de favoriser une collaboration entre ces secteurs au bénéfice donc d'un Internet ouvert et bien sûr au bénéfice du citoyen européen. Merci Lucien, et je trouve qu'on peut facilement rebondir justement sur cette fameuse question de l'innovation et de comment aider et maintenir cette innovation constante qu'on trouve sur Internet. Benoît, je me retrouve vers vous. On a déjà un petit peu parlé de l'impact économique que cette fameuse réforme, si tant est qu'elle voit le jour évidemment, sur les fournisseurs de services, notamment les plus petits fournisseurs de services qui sont par ailleurs en même temps des potentielles pépites européennes. Mais la question plus large, c'est comment soutenir l'innovation des plus petits acteurs et comment soutenir l'innovation de manière plus générale sur Internet dans le cadre de cette potentielle nouvelle réforme. Je ne sais pas si c'est ça la question, mais si c'est la question, ça va être difficile de trouver une réponse. Parce que le problème, c'est que, bon, d'abord, il faut voir qu'il y a énormément de flou dans toutes ces discussions, puisque, en tout cas, au niveau de l'ETNO et certainement de la Commission européenne, personne ne s'est engagé à dire comment on pourrait mettre en place ce qui, d'un point de vue technique, paraît extrêmement compliqué. Alors, il se trouve qu'en France, on a eu une publication discrète, mais pas mal relayée de la FFT, qui a dit, voilà comment nous, on pense qu'il faudrait faire. Et quand on lit ce papier, en fait, on est un peu désarçonné parce qu'on a le sentiment qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne Internet. Le problème qu'on voit, c'est que, par exemple, ils disent, mais vous inquiétez pas, nous, on cible que les gros, dont les petits ne seront pas affectés par la taxe. Enfin, ils n'appellent pas ça une taxe, mais au final, cette fonction, on va dire. Mais en fait, c'est complètement ignoré la manière dont la plupart des services sont distribués sur Internet, puisque les grands services de cloud qui sont l'architecture de distribution de beaucoup de ces plus petits services innovants, ils font partie de ceux qui seraient ciblés. Donc, à partir du moment où je cible le distributeur, je cible le client final. Donc, l'exemple qu'on pourrait prendre, par exemple, sans vouloir les nommer eux particulièrement, mais c'est un parmi d'autres. Mais Doctolib, on sait, parce qu'ils l'ont dit, que leur architecture de distribution, c'est AWS. À partir du moment où Amazon est nommément listé comme étant une des entreprises que veulent cibler les opérateurs avec ces mesures, Doctolib sera ciblé. Et c'est comme ça pour des centaines et des centaines de comparativement petites entreprises. Je dis comparativement parce que Doctolib, c'est quand même un géant dans son domaine, mais l'idée de distinguer des grands et des petits, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Le trafic, il fonctionne de manière agrégée la plupart du temps, désagrégée quelquefois, mais pour l'essentiel, ça n'a pas de sens.
Après, il y a un autre aspect, c'est que forcément, à partir du moment où on met en place une ponction financière, les acteurs qui sont la cible de cette ponction, ils vont essayer de trouver des moyens de minimiser leur assiette, j'allais dire fiscale, mais encore une fois, c'est pas fiscal, mais en tout cas de minimiser le risque qui soit ciblé par cette mesure. Et donc, ils vont mettre en place des contournements, ils vont désagréger leur trafic. Et tous ces éléments-là, c'est des éléments qui vont activement dégrader la qualité de service des utilisateurs finaux, les économies d'échelle que pourraient avoir différents acteurs plus petits qui justement se reposent sur ces démultiplicateurs de présence, on pourrait dire, que sont les services cloud, les CDN et tous ces éléments-là. Donc, en fait, ça revient à remettre en cause une architecture de distribution qui fonctionne très bien aujourd'hui, où les économies d'échelle sont possibles et accessibles. Et on le fait, encore une fois, sur la base d'un déclaratif qui est invérifiable, où d'ailleurs, il y a des choses qui sont omises, qui sont quand même importantes. Par exemple, dans son papier, mais aussi dans les études de l'Ethno, aucun des opérateurs ne parle des flux TV que eux distribuent, qui représentent en France, par exemple, 20 millions de personnes qui regardent la télé à travers une box tous les soirs. Donc ce flux-là, c'est comme s'il n'existait pas dans le discours des opérateurs, c'est comme si leur réseau ne servait qu'à distribuer le contenu de Netflix, de Amazon, etc. Et or, à partir du moment où les opérateurs disent on a des saturations sur le réseau, ce qu'au passage ils ne disent pas à leurs propres actionnaires, ça c'est intéressant aussi, mais en supposant que ça soit vrai, il faut bien regarder l'ensemble du trafic, à la fois le trafic qui transporte pour leurs propres services commerciaux et le trafic qui est transporté par des acteurs tiers. Donc ça c'est encore un élément où on a des problématiques là qui vont être évidentes économiques. Et il se trouve qu'on a un exemple de mise en place de ce type de ponction, qui est la Corée du Sud. Et la Corée du Sud, qui est donc le pays où la fibre est la plus déployée dans le pays et qui, dans tous les rankings de l'OCDE, a les meilleurs débits, elle est passée du haut du classement au bas du classement en quelques années sur la latence. Pourquoi ? Parce que une fois que cette taxe a été mise en place, la plupart des services étrangers qui servaient le marché coréen ont sorti leurs serveurs de Corée pour ne plus être sujets à ces ponctions financières, ce qui a dégradé la qualité de service. Et pour le coup, les acteurs coréens, eux, ont vu leurs économies se dégrader, puisque eux, ne pouvant pas sortir du pays, ont vu leurs finances ponctionner sur la base de ces lois. Et on voit bien que ce genre de décision unilatérale qui remet en cause un écosystème équilibré, ça déséquilibre forcément l'écosystème. Et au final, d'ailleurs, tout le monde, c'est difficile d'avoir des réalités absolues sur ce qui se passe en Corée du Sud, et évidemment les opérateurs ne sont pas forcément transparents sur les impacts que ça a eu pour eux, mais on peut légitimement se demander si ça n'a pas eu un impact négatif sur les opérateurs eux-mêmes. Donc ce qui est étrange dans tout ça, c'est qu'on a le sentiment qu'au lieu de réfléchir à des approches symbiotiques où les compétences des uns et des autres, les services des uns et des autres vont se compléter. Il ne faut pas perdre de vue que les clients qui payent 30, 40, 50 euros par mois pour avoir un accès à Internet, ils ne le font pas uniquement pour avoir un service téléphonique et l'annuaire. Ils le font parce qu'il y a des tonnes de services sur Internet qui les intéressent, qui les attirent. Et donc, cette valeur, elle est aussi créée par les fournisseurs de contenu. Et là, on a l'impression dans le débat qu'en fait, les opérateurs divisent le monde en deux de façon extrêmement naïve. Et au final, tout le monde a à y perdre. Donc, c'est ça qui est assez étrange dans ce débat. Julie, je ne sais pas si vous voulez rebondir un peu sur ce qu'a dit Benoît, sur cette question de la compétition et cette division presque factice que font les opérateurs entre eux d'un côté et le reste du monde de l'Internet de l'autre. Et ce qui m'intéresserait aussi, c'est d'essayer de comprendre, vous qui avez un petit peu les mains dans le cambouis et qui travaillez au quotidien avec des entreprises privées, est-ce qu'on est en train de se soucier de cette proposition ? Est-ce qu'on commence à en parler et quelles sont les inquiétudes ?
merci. Effectivement, pour rebondir sur ce que disait Benoît à l'instant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a un débat effectivement qui est assez binaire, alors qu'en réalité, les effets de bord ne sont pas binaires, puisqu'il y a aussi toute une catégorie d'acteurs dont on n'a pas forcément parlé, mais qui sont quand même assez importants, qui sont les fournisseurs de solutions alternatives, qui, eux, vont louer des espaces, des infrastructures aux opérateurs pour eux-mêmes fournir des contenus. Donc, du coup, comment est-ce que ces opérateurs-là se retrouvent ? Est-ce qu'ils se retrouvent taxés 2 fois, entre guillemets, ou, enfin, voilà. Il y a effectivement des sujets de concurrence qui sont assez importants et qu'il ne faut pas passer sous silence au moment de l'analyse d'impact, justement, d'une telle proposition. Et pour revenir sur cette deuxième question de est-ce que les acteurs que nous, on côtoie au quotidien sont inquiets, on va dire, sur cette proposition de consultation. En réalité, si on prend on travaille avec une grande diversité d'acteurs, des petits et puis des sociétés plus importantes, de taille plus importante. En réalité, aujourd'hui, on a l'impression que ce débat, il émerge, entre guillemets, à peine au niveau du grand public. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a un public d'acteurs initiés qui se soucient de ce sujet et qui donc sont mobilisés dès aujourd'hui, alors qu'on est, entre guillemets, que au stade de la consultation, qui est donc même pas encore au stade d'un projet de règlement éventuel, etc. Mais au-delà de cette minorité d'acteurs, on a du coup une majorité d'acteurs privés, donc de sociétés, qui ne sont même pas au courant de l'impact que ça pourrait avoir sur eux. Donc ça, c'est une première chose. Et effectivement, aujourd'hui, les acteurs dont on voit qu'ils s'en soucient le plus, ce sont les gros acteurs qui ont, certes, un département affaires réglementaires, et donc les moyens de suivre ce genre de sujet en amont, en anticipation, mais aussi notamment des acteurs américains, parce que les termes du débat aux États-Unis ne sont pas exactement les mêmes qu'en Europe, et que du coup, ils sont probablement plus sensibles au sujet. Merci, et ça m'amène vers les questions que je voulais poser à Lucien. Bruno Veluet, qui était aussi présent en novembre dernier lors d'une des tables rondes, alertait sur le fait que si cette réforme voyait le jour, l'impact sur la gouvernance du net mondial, qui allait non seulement dépasser évidemment l'Europe, mais les impacts étaient complètement inconnus. Comment on peut anticiper l'impact d'une telle réforme sur la gouvernance du net mondial et sur les réactions que peuvent avoir les géants américains, les géants asiatiques? Alors, merci, effectivement, c'est tout à fait intéressant. Alors, je répondrai en 2 temps. D'une part, ce que j'aimerais rappeler, c'est vraiment, pour rebondir sur ce que disait Benoît juste auparavant, lorsqu'on se pose la question de l'équilibre actuel d'Internet, de la résilience que l'on a constatée du réseau, on se la pose on va dire d'une manière nationale, on se la pose d'une manière européenne, on se la pose potentiellement d'une manière américaine ou d'une manière, bien sûr, chinoise, d'une manière britannique. Ce qui est au centre, c'est l'infrastructure. Dans quelle mesure est-ce qu'elle est mobilisée, dans quelle mesure l'équilibre peut être maintenu. Et effectivement, la question qui se pose, c'est celle de l'expérience utilisateur, de la qualité de service, en termes techniques de la latence, de la dégradation éventuellement de cette latence, du trajet qui peut être trop long, de parcours d'un paquet de données d'un point A à un point B. Et donc, en fait, on se pose la question de l'interconnexion, de la dynamique mondiale, régionale et nationale d'une telle interconnexion, ce qui pose des questions pour compléter mon propos de tout à l'heure, de la distinction qu'on va faire, par exemple, entre du peering et du transit, en favorisant évidemment le peering par rapport au transit, pour des questions de coût et d'efficacité du réseau. La cohabitation de tous ces acteurs et ce focus quelque part sur la qualité de service est tout à fait intéressant parce qu'on se pose la question de savoir qui génère le trafic. Est-ce que c'est le contenu qui génère le trafic ou est-ce que c'est l'utilisateur qui génère le trafic en voulant regarder du contenu? Évidemment, c'est la demande des utilisateurs
d'un certain service, un peu dans la suite de ce qu'évoquait Benoît. Le fait de vouloir regarder un contenu, par exemple sur Netflix, de vouloir accéder à une page Wikipédia, de vouloir accéder à sa banque, peu importe le service à date auquel on veut accéder, c'est l'utilisateur d'Internet qui, par ses usages, va façonner l'Internet de demain. Et là, effectivement, se pose une question de gouvernance mondiale de l'Internet, dans la mesure où, bien entendu, vu, comme je l'évoquais auparavant, qu'on est face à un réseau décentralisé, un réseau mondial, une gouvernance particulière s'est développée. Alors, je passe rapidement, mais on parle en général de gouvernance multi-parties prenantes pour reconnaître justement, c'est depuis 2005, lors du sommet mondial sur la société de l'information, qu'on a concrétisé et opérationnalisé d'une certaine manière cette approche multi-parties prenantes ou multipartite, où les différentes parties prenantes de l'Internet, le secteur privé, bien entendu le secteur public, la communauté technique de l'Internet, la société civile, le monde académique vont quelque part collaborer, et tout cela au niveau bien sûr international, mais en fait également au niveau régional ou au niveau national. Et cette collaboration, son objectif, c'est qu'Internet fonctionne, continue de fonctionner, continue de pouvoir se développer, et on peut prévoir comment, mais on ne sait pas ce que sera Internet demain. En témoignent les débats récurrents qui se font jour au Forum sur la gouvernance de l'Internet, dont le prochain, par exemple, est à Kyoto, à l'Union internationale des télécommunications, à Genève, ou dans d'autres instances comme l'IETF ou le W3C, par exemple, pour ne citer que quelques-unes. Ce débat sur le rôle respectif de ces parties prenantes et sur la manière, en fin de compte, de collaborer au niveau international, c'est particulièrement frappant parce que, bien sûr, il y a l'utilisateur européen, il y a la capacité à mettre en place des mesures au niveau tant national que régional ou qu'international dans certains cas, même si on y voit un certain nombre de difficultés, comme tout instrument juridique international, bien entendu. Il n'en demeure pas moins que le fait d'agir à un niveau européen impacte, par ricochet, bien sûr, d'autres zones géographiques, dans un contexte, et c'est peut-être là que c'est important, dans un contexte de tension particulier, parce que on est à 20 ans, pratiquement à 20 ans, en 2023, de ce fameux sommet mondial pour la société de l'information. Il y a une revue de ce sommet qui est attendue pour 2025, et qui nourrit des tensions parce qu'on ne sait pas dans quelle mesure on serait aujourd'hui en capacité de trouver un accord tel qu'on a pu le trouver entre 2003 et 2005 à Genève et à Tunis, il y a un peu moins de 20 ans. De la même manière, un certain nombre d'autres instruments juridiques, d'autres discussions ont commencé à voir le jour. J'en citerai très rapidement une au niveau du secrétariat général des Nations Unies. Il y a par exemple, et c'est en cours actuellement, le lancement des réflexions et des premiers travaux sur un pacte numérique mondial, au sein duquel, bien sûr, la fragmentation d'Internet et la neutralité d'Internet sont particulièrement discutées. Et donc, la question de savoir dans quelle mesure on pourrait trouver un accord au niveau international sur des questions aussi complexes, face à un réseau décentralisé, un réseau mondial, qui, bien qu'ayant des spécificités géographiques, présente, évidemment, une nature décentralisée qui a fait preuve à la fois de sa résilience et de son utilité, tout autant qu'elle fait preuve, bien entendu, de sa capacité à laisser l'innovation se développer, de nouveaux acteurs émerger, et bien entendu, la liberté d'expression, de communication et d'entreprendre s'exprimer. Merci Lucien. Je vais ouvrir je vais vous permettre de poser des questions, bien évidemment. Peut-être juste vous faire réagir sur l'actualité brièvement. Julie, vous avez listé les 3 points de vigilance, si vous voulez, de la consultation, que sont la nécessité de légiférer, la fameuse question de la libre concurrence, et puis le comment. Je crois que ce sont les Polonais, on a appris ça à nos confrères de Politico, que les Polonais portent l'idée d'un fonds qui serait mis en œuvre autour de cette question du financement des infrastructures télécoms. Je ne sais... peut-être une question pour vous, Benoît. S'il fallait réfléchir à la pratique de l'implémentation de cette fameuse réforme, comment est-ce qu'on peut imaginer la mise en application
d'un fonds, oui c'est ça, d'un fonds comme l'imaginent les Polonais? Alors, il y a deux aspects par rapport à cette question-là. La première, c'est un fonds pour faire quoi? Donc aujourd'hui, en réalité, on ne manque pas de financement pour déployer de l'infrastructure en Europe. On manque d'identifier les bons acteurs pour le faire. On voit ça très bien sur le marché anglais, par exemple, où c'est naissant sur le marché allemand, avec des fonds de pension qui vont aller financer le déploiement d'infrastructures neutres, parce que c'est des business models de long terme dans lesquels ils sont à l'aise, dont les revenus sont relativement certains, et c'est ça que les fonds de pension cherchent. Le problème, c'est que ces fonds de pension, ils ne veulent pas investir dans des opérateurs intégrés parce que c'est un marché trop volatile pour eux. Et donc, même si les perspectives de revenus peuvent être potentiellement plus importantes, elles sont aussi beaucoup plus incertaines. Et quand on est un fonds de pension, l'incertitude, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Pour donner un petit ordre de grandeur, les fonds de pension, ils cherchent entre 4 et 6% de retour sur investissement. Là où le marché classique des télécoms, il va chercher entre 10 et 12%. Par contre, les fonds de pension, ils cherchent ça sur une période de 30 ou 40 ans, avec des retours sur investissement au bout de 10 ans. Là où le marché télécom, lui, il cherche plutôt un retour sur investissement au bout de 3 ans. Donc, on est sur des perspectives qui sont complètement différentes. Donc, la première question qui se pose par rapport à un fonds, c'est un fonds pour faire quoi? Aujourd'hui, on a des fonds structurels à l'échelle de l'Union européenne qui financent des projets dans des zones rurales, dans des zones difficiles d'accès. On a des fonds nationaux dans les pays qui sont le plus en avance sur le déploiement de l'infrastructure, la France, l'Espagne, la Suède, etc., qui permettent à des utilisateurs individuels qui n'arrivent pas à être raccordés de trouver les financements pour le faire. Donc, moi, ce que j'ai du mal à comprendre aujourd'hui, c'est déjà un fonds pour faire quoi? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, très ironiquement, un fonds, ça ne répond pas du tout aux attentes des opérateurs. Parce qu'un fonds, ça veut dire que c'est de l'argent qui va en dehors de leur caisse à eux et qui va être utilisé peut-être pour financer des acteurs qui ne sont pas eux. Parce que eux, en fait, ils veulent plus déployer de l'infrastructure au-delà de ce qu'ils ont déjà fait, ou alors s'ils veulent le faire, c'est qu'ils ont déjà les financements pour le faire. Donc aujourd'hui, quand on discute par exemple avec un Telefónica qui aujourd'hui a fait 90% quasiment de l'Espagne en fibre, l'idée d'un fonds neutre, ça leur plaît pas du tout. Parce que ça veut dire qu'eux, ils vont pas en bénéficier. Par contre, les Allemands, ils vont en bénéficier du fonds. Donc, la problématique de mise en place d'un fonds, c'est pour savoir à qui ça va bénéficier. Parce que si on dit que la condition pour bénéficier de ces financements, c'est de ne pas avoir déployé, à ce moment-là, on crée un système extrêmement injuste où on va tous collectivement payer pour financer le déploiement de la fibre en Allemagne. Et ça, je pense que je ne suis pas le seul à me dire que ce n'est pas exactement ce pourquoi on met en place des mécanismes de péréquation. Donc, j'ai du mal à répondre à cette question parce qu'en fait, je ne comprends pas à quoi ce fonds servirait par rapport à tout ce qui existe déjà en termes de financement des infrastructures en Europe, quoi. Merci. Tu voulais rajouter quelque chose? Simplement là-dessus, effectivement, dans ce qu'on a pu lire dans les différentes propositions, il y a quand même la subtilité de est-ce que c'est un fonds européen, est-ce que c'est des fonds nationaux, donc est-ce que c'est géré au niveau ARCEP ou au niveau, enfin si je schématise, au niveau BEREC, et évidemment ça change quand même un peu la donne par rapport par rapport au terme du débat, même si effectivement ça ne rentre pas dans les caisses directement des fournisseurs d'infrastructures. Ça, on est d'accord. Merci à tous les trois. Je pense qu'il est temps d'ouvrir un petit peu le floor aux questions, s'il y en a dans la salle. Ou sur Internet, peut-être, je ne sais pas si on peut... Eh bien, sur ce, je vous laisse partir. Merci infiniment pour votre participation. Merci, messieurs, de nous avoir rejoints à distance. Et merci, Julie, d'être venue ici en présentiel pour répondre à toutes mes questions. Et donc, on se retrouve dans 5 minutes pour la deuxième table ronde. Merci infiniment. Merci beaucoup.